je suis Joan von Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. L'épisode qui va suivre est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois, bien avant l'idée de créer cette émission, podcast slash vlog, à un moment où j'ai tourné plusieurs vidéos façon story time pour raconter une anecdote qui m'a construite, une anecdote qui m'a formée, pour vous expliquer, pour vous montrer pourquoi je suis qui je suis, comment je suis devenue qui je suis et comment ça affecte d'une façon ou d'une autre ce que j'écris. Donc, contrairement à cette émission où je veux des épisodes tournés d'une traite, sans coupure, sans montage, vous allez voir qu'il y a du montage dans ces vidéos. Mais ce n'a pas été pensé pour l'audio. Donc, j'espère tout de même que ça ira, que ça passera. Et j'espère que vous allez aimer surtout. Donc, tout de suite, la vidéo. Je ne savais pas que j'étais métisse jusqu'à mes 10 ans. Je ne savais pas que j'étais différente. Je ne savais pas que je n'étais pas noire comme les autres. Je ne savais pas que je n'étais pas blanche comme les autres. Jusqu'à mes 10 ans, j'évoluais dans une sorte de naïveté bénigne, inoffensive. Et la chute a été un peu rude. Je viens d'une famille métisse depuis 5 générations. Mes parents sont métis, 3 de mes 4 grands-parents sont métis, mes arrière-grands-parents étaient métis, mes arrière-arrière-grands-parents étaient métis, et ça remonte au 19e siècle, du temps où les métropolitains descendaient en Afrique pour faire des enfants avec des indigènes. Et ça, c'est la version politiquement correcte. Donc, non seulement je fais partie d'une famille majoritairement métisse, mais j'ai fait toute ma scolarité dans des établissements français de l'étranger. Et qui parle d'établissements français de l'étranger parle d'école internationale. Nous suivons exactement le même cursus qu'en France, mais le public n'est pas forcément le même. Parce qu'une école internationale, il y a des enfants d'expatriés, il y a des enfants de diplomates, il y a des enfants de l'élite, il y a des enfants de ministres, de gouverneurs, il y a des enfants de présidents, il y a des enfants d'anciens présidents. Et mais au-delà de ça, il y a également des enfants boursiers, des enfants du personnel, des enfants de familles un peu plus aisées, mais qui ne font pas partie de l'élite. Du coup, quand on évolue toute notre existence jusqu'au bac dans un milieu pareil, tout le monde est différent. Il y a des Asiatiques, des Africains, des Européens, des Océaniens, des Américains, du Sud et du Nord. Il y a une énorme mixité. La diversité fait partie de notre quotidien. Les différentes langues qu'on parle dans la cour de récré font partie de notre quotidien. Donc, avec une famille qui a toujours été métisse, avec des camarades de classe qui viennent des 4 coins du monde, comment exactement voulez-vous que je comprenne que ce microcosme en particulier n'était pas habituel? Avec le métissage à la maison et avec toute cette diversité dans la cour de récré, comment voulez-vous vraiment que je me rende compte que j'étais différente, que j'étais métisse et que ma normalité, ce melting pot, cet arc-en-ciel de couleur de peau, de culture, de religion, de langue, ce n'était pas ce qu'il y avait dans le vrai monde, dans la vie réelle, celle qui existe quand on sort, quand on dépasse la barrière, le portail de l'école. Je n'en avais aucune idée. Mais en 1992, il y a eu les conflits armés à Luanda, en Angola. Pour la première fois, la guerre s'est déplacée dans la capitale. Et en 1992, on a été nombreux à soit quitter l'Angola, parce qu'il y avait des gens qui étaient encore en Angola, il y avait la possibilité de partir, soit, comme dans mon cas, on était en vacances au Portugal et mon père a décidé qu'on allait rester au Portugal. Le lycée français à Lisbonne
est différent de tous les autres lycées que j'ai fréquentés, que j'ai pu visiter. Contrairement aux autres pays, il y a beaucoup plus d'offres en ce qui concerne les écoles internationales. Donc, à choisir, les Portugais auront une préférence pour les écoles anglophones, américaines, anglaises, peu importe. Donc, école française, école allemande, elles arrivent vraiment en dernier. Du coup, on débarque et je me rends compte, c'est très inconscient. Ce n'est pas comme si je m'étais posée et j'avais fait la réflexion à ce moment-là. Je n'en avais aucune conscience, mais c'était majoritairement portugais blanc. Voilà, majoritairement ça. Donc, dès le départ, il n'y avait plus cette diversité dans laquelle je n'étais qu'une parmi tant d'autres. Donc, dès le départ, j'étais déjà perçue comme différente. Mais je ne l'ai vraiment compris qu'une fois, en fin de journée, genre la moitié des gens du lycée, de l'école primaire étaient déjà rentrés et je ne sais pas ce que je faisais. Je ne sais pas pourquoi j'étais en bas alors que je devais prendre le bus pour rentrer. Je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que j'étais dans la cour de récré avec 2-3 autres enfants et il y avait une fille. Je me souviens parfaitement de son visage. Je me souviens parfaitement de son prénom. On n'a jamais été dans la même classe ensemble, mais on était dans le même niveau, on avait le même âge. Donc, on n'a jamais eu à se fréquenter. C'était notre première interaction et probablement la dernière. Mais 30 ans plus tard, je m'en souviens toujours et je sais parfaitement de qui il s'agissait. J'ai aucune idée de son nom de famille. Elle m'a appelée Chocolat. Pour la première fois de mon existence, on ne l'appelait pas par mon nom ou un surnom, peu importe, parce que Joanne, c'est une catastrophe à prononcer en portugais, mais on m'appelait par un surnom qui avait 100% à voir avec la couleur de ma peau et rien à voir avec moi. Et à ce moment exact, c'était comme un réveil. C'était comme si je venais de passer c'était une douche froide, c'était une claque. C'était comme si j'étais en plein sommeil et quelqu'un est venu faire. Il a fait réveille-toi, cousine, du genre le monde dans lequel tu vivais jusqu'à présent est un monde idéal, est un monde utopique, ça n'existe pas. Bienvenue dans le monde réel. Ouais, ça n'a pas été très plaisant comme réveil. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas. J'ai commencé à avoir conscience, inconscience, conscience. Mais c'est toujours ce truc ambigu parce qu'il y a des choses qui arrivent, on ne perçoit pas, on ne sait pas pourquoi c'est dangereux ou pourquoi c'est différent, mais on sait que c'est différent. J'avais donc 10 ans quand on m'appelait Chocolat et quand je me suis rendu compte pour la première fois de mon existence que je n'étais pas comme les autres. Dans les années 90 au Portugal, il y a eu une déferlante de néo-nazis. C'était comme une réelle épidémie et aux infos on parlait régulièrement du fait qu'il y avait des meurtres de minorités par ces individus. Le truc, je n'étais pas supposée être au courant. Je n'étais pas supposée
savoir ce qui s'est passé. Parce que surtout, comme je n'étais pas supposée le savoir, j'ai développé une terreur, une peur panique de sortir. Mais comme je ne parlais pas, je ne parlais jamais, je devais trouver, à 10 ans, des moyens de me protéger, toute seule, comme une grande. Encore une fois, je n'avais pas conscience que c'était quelque chose de raciste. À l'époque, du genre, à 10 ans, on ne parlait pas forcément, peut-être que je me trompe, mais on ne parlait pas forcément des mouvements skinhead. Et quand on est un peu mélané comme moi, c'est le truc à faire des cauchemars. Ouais. Et comme je suis une fille très intelligente, je ne parle pas de mes problèmes. Je ne parle pas de ce qui me fait peur. Genre, les 15 dernières années, tout ce qui est arrivé de mal dans ma vie, tout ce qui a failli me coûter mon existence, c'était parce que je ne parlais pas. Et comme je ne parle pas, je prends des mauvaises décisions et voilà. Et ça a toujours été le cas. J'essaye de changer. J'essaye. Mais voilà, c'est un travail en cours. Du coup, à ce moment-là, c'était vers 93, parce que j'étais au collège. Et le problème du collège, c'est que j'entrais plus tôt que ma sœur, qui était encore à l'école primaire. Ma sœur pouvait donc prendre le bus pour l'école parce qu'elle rentrait à 8h30. Mais à l'heure où arrivait le bus, c'était l'heure à laquelle je devais déjà être en cours. Donc ma mère, elle m'accompagnait jusqu'au métro. Puis je descendais. Puis elle allait emmener ma sœur prendre le bus scolaire. Mais les gens, le métro, j'ai bien suivi les infos. On jette des gens sous le métro. Et moi, avec mon cartable géant de 15 kilos qui m'a fait développer une hernie, j'étais terrifiée. J'étais absolument terrifiée. Donc, je descendais à la gare et je me collais au mur. Avec mon cartable. Et je me collais au mur. Et je n'avançais que lorsque la rame était arrivée, uniquement quand les portes étaient ouvertes. Avant ça, jamais de la life, je n'allais m'approcher d'un quai. Parce que j'étais terrifiée à l'idée qu'on me pousse. J'étais terrifiée. Parce que, vous voyez, on m'a appelé chocolat. Mais là encore, j'étais pas encore dans la pleine conscience que c'était pas juste le chocolat. C'était une couleur de peau, mais c'était pas juste une couleur de peau. C'était que j'étais la fille des migrants. Et en plus, à l'époque, j'étais pas fille des migrantes, on était réfugiés. Alors, on était là. Et en voyant que les dernières victimes étaient des Cap-Verdiens. Les Cap-Verdiens sont créoles. C'est comme les Antillais. Les Cap-Verdiens, c'est ce que j'ai le plus près, le plus proche d'appartenir à une majorité. Et donc, à partir du moment où j'ai appris que les Cap-Verdiens étaient en train de se faire tuer par des skinheads, j'étais en train de me dire, je ne voyais pas comme Cap-Verdiens, je les voyais comme ma couleur de peau. Et j'étais en train de dire, voilà, je suis la prochaine. Et j'ai gardé ça pour moi pendant 1 an entier. Je n'ai jamais rien dit à personne. Je l'ai avoué à ma mère, à mon grand frère, il y a 2-3 ans. Je n'ai jamais rien dit. Les gens, pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai gardé cette peur pour moi. Mais c'était une peur panique. Et je suis quelqu'un qui somatise. Je somatise. Et quand je somatise, soit j'ai des migraines, soit je fais des cauchemars. C'est pour ça que pour mes histoires,
je fais de moins en moins, je tue de moins en moins de personnages parce que j'ai des cauchemars avec mes personnages. J'ai commencé à faire des cauchemars. Et je crois que c'était à cette époque qu'on lit le journal d'Anne Frank. Et c'était à ce moment-là que je commençais à me poser des questions, genre, les Juifs portaient des étoiles jaunes. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas juste refuser de porter l'étoile jaune? Est-ce qu'on pouvait voir sur leur visage qu'ils étaient juifs? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Et je me posais cette question parce que j'étais en train de me dire, il n'y a rien de comparable, mais j'étais en train, moi gamine de 10 ans, j'étais en train de regarder la situation avec ma peur, avec cette idée qu'il y avait des néo-nazis qui étaient en train de terrifier le Portugal, la zone de Lisbonne. Et j'étais en train de dire, mais moi, je ne peux pas m'échapper. Avec ou sans étoiles, des gens, c'est visible. Moi, je suis visible. Donc, jusqu'à mes 10 ans, j'étais comme tout le monde. Je suis arrivée au Portugal. Je me suis rendu compte que je n'étais pas tout le monde. Je ne faisais pas partie d'une majorité. Je n'ai jamais fait partie d'une majorité. En Angola, on est moins de 5%. Je suis sûre qu'il y a plus de Portugais en Angola que de Métis. Et c'est comme ça que j'ai passé mes années au Portugal. Dans les années 90, avant qu'on rentre en Angola. Dans l'idée qu'on pouvait me tuer simplement parce que j'étais différente. Qu'on pouvait me jeter sous une rame de métro simplement parce qu'on n'aimait pas la couleur de ma peau. Je peux vous garantir que quitte à être consciente des choses, j'aurais préféré un autre type de réveil. Mais encore une fois, mes peurs, je les gardais pour moi. Donc, je n'avais personne pour me rassurer, personne pour me réconforter, personne pour prendre une autre décision que celle qu'on avait, où je devais aller toute seule, prendre le métro, prendre le bus pour me rendre au lycée français. Énormément de choses auraient pu être différentes dans ma vie si j'apprenais juste à ouvrir la bouche. On pense que une fois qu'on quitte le Portugal, qu'on rentre en Angola, on oublie tout ça. C'est faux. Fin des années 90, début des années 2000, un énergumène quelconque a décidé que les cartes d'identité nationale allaient avoir notre race écrite dessus, au milieu des empreintes digitales, de la taille, de l'adresse, du nom des parents. On avait notre race. Donc, entre les fin des années 90 et début des années 2000, ma race était mixte. Pas qu'on ne se rende pas compte, n'est-ce pas? Il y a une photo couleur dans notre carte d'identité, c'est couleur. Mais bon, génétiquement, on peut avoir la peau sombre comme mon père et être métisse. Donc, génétiquement, toute ma famille aurait dû être métisse. Mais sur la carte, la moitié de ma famille était noire. Logique. Puisque c'est au faciès, hein. C'est pas la génétique, donc c'est basé sur rien, cette affaire-là. Anyways, le début de conversation, de débat, de sujet sur le pourquoi. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette donnée précise? L'Angola était encore en pleine guerre civile. Et l'opposition détestait les métis. Et le leader de l'opposition disait ouvertement que les enfants d'un serpent seront toujours des serpents. Exactement comme du temps où j'écoutais les infos que j'aurais pas dû écouter et que je considérais que les néo-nazis étaient derrière moi personnellement.
j'étais en train de revoir cette idée, cette histoire que on est encore derrière moi. Déjà, ce n'est pas un truc totalement égotistical. C'est pas égocentré. Ce n'est pas que je voulais forcément que ce soit mon problème. Mais j'avais l'impression que j'étais visée personnellement. Ce n'était pas une question de conscience. J'étais peut-être trop jeune, trop immature. Et on ne parlait pas de ces choses à la maison. J'entendais. On ne s'est jamais assis pour discuter de ces choses-là. J'entendais ce que disaient les adultes. Et quand un enfant, adolescent, encore très immature, très naïf, très ingénu de l'existence, écoute ce que parlent les adultes, moitié des choses qu'il entend, il déforme, il les multiplie. Et moi, comme je suis somatique, je transformais ça en cauchemar. Et quand tu te réveilles avec un cauchemar, tu te rends compte, oui, ça peut peut-être arriver. Parce que je rêvais que les gens me poursuivaient, moi, dans une ville, dans la nuit, avec des torches. J'essayais de me fuir et j'avais conscience dans mon rêve que je ne pouvais pas me cacher et que je ne pourrais jamais me cacher parce que c'est visible cette affaire-là. Ça se voit. Il n'y a rien que je puisse faire qui dise que non, je ne suis pas métisse. Il n'y a rien qui puisse arriver qui me dise que j'appartiens à une majorité. Je ne serai jamais une majorité. Je n'appartiendrai jamais à une majorité. Et au-delà du Portugal, je débarque chez moi, parce que je ne suis portugaise que depuis 3 ans. Je débarque chez moi, et même chez moi, je suis différente. Trop différente. Je suis un enfant de serpent. Les choses ont évolué dans ma tête. Ce que je pensais n'est pas forcément vrai. Ce que je ressentais n'était pas forcément vrai. Mais il y a des choses qui restent. Et il y a des choses qui blessent. Il y a des choses qui marquent. Comme cette fille, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, m'a appelé Chocolat et a ouvert mes yeux sur le fait que, juste parce que j'avais la couleur de peau que j'avais, on pouvait me tuer. Juste parce que je n'étais pas blanche, on pouvait me jeter sous une rame. Et c'est uniquement parce que cette fille m'a appelé Chocolat dans la cour de récré. Dingue, non?